Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette série de podcasts qui concernera le cours de droit. Alors, commençons tout de suite avec une petite introduction où on va se demander qu'est-ce que le droit. Le droit est omniprésent et donc le comprendre est utile pour mieux comprendre notre société, pour faire respecter nos droits ou dans nos futures activités professionnelles. En droit, il existe plusieurs types de normes. On a les normes juridiques, inscrites comme règles dans le droit, les normes non juridiques, donc le droit peut se les approprier, et il y a par exemple la politesse. Approche étymologique. Le terme droit vient du latin de directum, qui en latin veut dire l'application des principes de droit, puis l'ensemble des lois, et aussi juridique, de ius et dicere en latin, ce qui est relatif au droit. Quand on réfléchit profondément, on remarque que ceci nous apprend que chez les Romains, il y avait des choses juridiques, mais il y avait aussi des règles qui ne sont pas juridiques. On les appelle actuellement les normes. Norme qui vient de norma en latin. Équerre, puis référence, donc référence obligatoire. La définition d'une norme. Une norme, c'est l'énoncé qui énonce un comportement moyen qui semble admissible au regard d'un point de vue d'une société et sur lequel on se base pour établir des règles et définir si les comportements sont interdits ou permis. Puisque l'on se base sur un comportement moyen, une pensée moyenne, il y a toujours des écarts, même au sein d'une même société, car il y a évidemment certaines personnes qui ne respectent pas la norme. On peut donc constater que chez les Romains, il y avait des règles juridiques et d'autres non juridiques. Ceci dit, même s'il y avait des règles juridiques et non juridiques, le droit peut s'approprier des règles non juridiques. Un exemple avec une règle de savoir-vivre. On ne vient pas tout nu en cours, mais si l'on vient quand même, on peut être puni par la loi, ou bien cracher par terre, ce n'est pas poli, mais en Belgique, c'est punissable, alors que dans d'autres pays, cela ne l'est pas du tout. Cela dépend d'un État à l'autre. 3 sens du mot droit. Tout d'abord, le ou les droits subjectifs. Le mot subjectif est le droit du sujet. Donc, c'est celui qu'on vise quand on dit « j'ai le droit de » ou « à ». Une autre définition de droit subjectif serait de dire que celui-ci désigne une prérogative juridique attribuée à une personne par le droit pour régir ses rapports en société, dont elle peut se prévaloir dans son propre intérêt. Le droit naturel, ensuite, c'est un ensemble de règles ayant comme source de nature humaine ou biologique. On parle de droit naturel dans l'idée qu'il y a des choses obligatoires, peu importe que celles-ci soient imposées ou non. C'est l'idée qu'il y a des règles qui s'imposeraient. Par exemple, la nature dit qu'il ne faut pas tuer. Il y a des valeurs et des principes universels et immuables, exprimant un idéal supérieur de justice. Il reste quand même à déterminer ce qui est naturel ou pas. Dans certains pays, il est naturel que l'homme est supérieur à la femme, par exemple. Ceci est promu par les ius naturalistes. Ce sont des savants qui prétendent que certaines règles de droit positifs émanent de règles de droit qui dépendent de Dieu. Par exemple, c'est un peu comme la charia, qui est traduit en français comme « chemin pour respecter la loi de Dieu ». Elle représente dans l'islam diverses normes et règles doctrinales, sociales, culturelles et relationnelles édictées par la révélation. La charia est au-dessus de toute règle de la société. Mais ceci reste toujours du normatif, contrairement au droit positif. Ensuite, on a le droit objectif ou positif. Ici, c'est l'ensemble des règles de droit en vigueur, donc en usage et en cours, à un moment donné, dans un ordre juridique donné. Ce ne sont pas des règles en projet, mais ce sont les règles qui sont à jour, et des règles qui sont appliquées dans la société d'aujourd'hui. Le droit subjectif, qui a été inscrit et adopté par un certain groupe social, et par des gens que nous avons élus, la Chambre des représentants, entre autres. Souvent, on dit du droit qu'il traduit la morale de la société, c'est-à-dire l'ensemble des règles de conduite intériorisées, faites personnelles par les membres de la société en question. Cette explication n'est cependant pas suffisante. Le droit crée aussi lui-même des valeurs. S'il s'inspire de la morale de la société, il tient aussi en compte les aspects religieux, sociaux et économiques de celle-ci. Le droit des sociétés occidentales est profondément inspiré par une valeur, la liberté. Celle-ci a des connotations morales, religieuses, économiques, politiques et sociales. Le droit les a articulés dans un système de règles obligatoires qui permet de découvrir entre le droit de la famille, le droit des biens, le droit économique et social, des traits fondamentaux et des valeurs communes que l'ensemble des règles de droit permet en définitive de protéger. Le droit positif peut promouvoir certaines valeurs, mais la règle de droit et la valeur qui la sous-entend ne connaissent pas toujours la même évolution. Par exemple,
Avant, on considérait l'homosexualité comme étant contre la nature. Elle n'était pas naturelle et c'était une infraction pour laquelle on pouvait avoir une peine, mais avec le temps, cela a évolué. Et on s'en rend compte que c'est l'égalité qui primait sur l'orientation sexuelle des personnes et que cette évolution s'est traduite et la morale de la société. Ceci a aussi évolué avec la perception du sujet. Les gens acceptent plus et trouvent ça normal. Ensuite, nous avons vu que le droit subjectif correspond au droit de l'individu. Cela est réciproque au droit objectif. Mais à la différence du subjectif, on trouve notamment des règles de droit qui nous disent comment s'organise la société dans le droit objectif. En définition, le droit objectif et positif correspond à un ensemble de règles juridiques applicables dans un ordre juridique donné. Qu'est-ce qu'un ordre juridique ? Un ordre juridique est un ensemble de règles juridiques propres à un groupement humain déterminé. Il existe autant d'ordres juridiques que de groupements sociaux, mais il existe des ordres juridiques qui ne sont pas étatiques. L'État n'a pas le monopole du droit. Un exemple d'ordre juridique, l'Église catholique, la FIFA ou l'Union européenne. En l'occurrence, la FIFA est un ordre juridique car c'est un groupement humain, les footeux, les fans, etc. Ils se sont donné des règles et des ordres et donc c'est un ordre juridique. La tricherie est punie en l'occurrence. Soulignons qu'il y a une grande diversité d'ordres juridiques qui existent, mais seuls les États ont le pouvoir de nous contraindre physiquement. Toutes les règles de droit ne sont pas des règles de droit étatiques par contre. L'État a le monopole de la violence physique légitime. La FIFA, encore une fois, n'a pas le droit d'émettre des contraintes physiques. Cependant, les ordres juridiques peuvent se rallier à l'État. Par exemple, lorsqu'il y a une histoire de corruption, alors l'affaire va plus loin et l'État s'en charge et peut placer l'individu en prison. Ici donc, contrainte physique. Dans notre cas, il est important de préciser qu'on étudie le droit positif belge et donc les règles juridiques applicables aux personnes établies sur le territoire belge. Qu'est-ce que les règles juridiques ? Une règle juridique est une règle qui prescrit ou oblige un comportement à son destinataire sous peine de sanction. Comme exemple, on doit payer ce qu'on achète. Ou bien, elle nous interdit certaines choses, comme ne pas voler, ne pas se promener nu, etc. Plus précisément, il y a deux caractéristiques aux règles juridiques. Premièrement, elles sont générales. La règle de droit dispositif s'adresse à la généralité des individus, à un ensemble d'individus ou à une catégorie d'individus qui sont définis de manière abstraite. La règle de droit s'impose sans considération des cas individuels. Par exemple, les Belges sont égaux devant la loi. Si la règle ne comporte pas ce caractère de généralité, elle ne pourra pas constituer une norme juridique au sens matériel du terme. Mais la généralité peut être plus petite et moins large. Comme par exemple dans l'article 205, les enfants doivent des aliments à leur père et leur mère et leurs autres descendants qui sont dans le besoin. Ici, l'hypothèse, c'est qu'ils sont dans le besoin. Le caractère général d'une norme ne fait pas obstacle à ce qu'elle prévoit des dispenses. Elle doit cependant concevoir et régler ces dispenses de façon générale. Ensuite, les règles juridiques sont individuelles. Elles s'adressent à un ou plusieurs destinataires identifiés. Elles ne sont donc pas générales, mais s'adressent à un groupe de personnes ou à une personne précisément. De plus, les lois de naturalisation sont à portée individuelle car on choisit spécifiquement qui peut être naturalisé belge et non pas, entre guillemets, si on remplit ces conditions, alors vous pouvez être belge. Comme deuxième caractéristique, la règle juridique est obligatoire. La règle de droit impose un comportement. Elle ne formule pas un conseil et ne fait pas de recommandations. Certaines règles juridiques formulent explicitement un commandement, ordre, interdiction. D'autres prescrivent seulement un comportement, une conduite ou même un simple état de droit. De manière positive, vous pouvez ou vous devez, ou négative, vous ne pouvez pas. La règle juridique est donc coercitive. Il y a une sanction si on ne la respecte pas, et cette sanction peut consister en une punition, mais aussi en une réparation ou en une annulation, totale ou partielle. Cette sanction peut consister en une répression, donc punition, mais aussi une réparation. Par exemple, si l'on fait tomber un haltère et ceci casse la vitre d'une voiture, on ne va pas aller en prison, mais on devra dédommager la personne à qui on a causé un tort. On doit assumer notre responsabilité en la réparant. Ou en une annulation totale ou partielle. Dans tous les cas, il y a une conséquence. Il y a des règles juridiques obligatoires et d'autres moins. C'est ce qu'on appelle les règles impératives et supplétives. Impérative.
La règle s'impose à ses destinataires sans que ceux ou celles-ci puissent en écarter l'application, donc qui correspond à l'intervention autoritaire de l'État. Cette règle impérative est absolue. L'État est autoritaire, soit c'est comme ça ou rien, et ceci s'impose à son destinataire sans laisser son choix. Par exemple, si on casse, on paye, un point c'est tout. Mais il y a aussi des règles obligatoires, mais moins autoritaires. On les appelle les règles supplétives. Ces règles sont subsidiaires et non facultatives. L'État propose un régime par défaut au cas où les personnes concernées ne décident rien d'autre. On peut y déroger par une manifestation de volonté juridique contraire à la règle de droit initiale. Une règle supplétive est une règle qui vient compléter pour les cas plus spécifiques. Par exemple, je vais acheter un sèche-cheveux chez un vendeur. Si le vendeur et moi on se met d'accord sur le fait de payer en plusieurs fois pour que je puisse avoir ce sèche-cheveux directement chez moi, alors là on peut dire que c'est une règle supplétive. Car normalement, la loi dit que lorsqu'on achète quelque chose, on paye sur le moment même et cela sans discussion. Donc impérative. En outre, la loi supplétive s'oppose à la loi impérative ou d'ordre public qui ne peut être écartée par aucun moyen. Elle s'applique en général lorsque les règles impératives font défaut. Comment savoir si c'est impératif ou supplétif? D'abord, l'objet, ce dont parle la règle, sur quoi elle porte. L'enjeu fondamental, crucial pour l'organisation de l'État. La règle impérative ou privée, pas cruciale pour l'organisation de l'État. Comment on s'organise pour l'hébergement des enfants après un divorce? Ici, ça correspond à une règle supplétive. Ensuite, on a la forme, donc ce qui est imposé à peine de nullité ou nonobstant toute convention contraire est évidemment impératif. C'est-à-dire comment est-elle écrite? La règle prévoit explicitement son application sous peine de nullité ou nonobstant, donc sauf toute convention contraire. Ce qui correspond à une règle impérative ou sauf convention contraire à une règle supplétive. Ensuite, on a la sanction. La règle prévoit des conséquences en cas de violation, donc règle impérative, ou non, alors règle supplétive. Lorsque le législateur attache à la violation d'une règle de droit une nullité ou une peine, c'est évidemment le signe du caractère impératif de la règle. On définit la sanction comme la conséquence juridique attachée à la violation d'une règle de droit. Voici alors les différents types de sanctions. On a d'abord les sanctions civiles, on a également les sanctions pénales, donc emprisonnement ou bracelet électronique par exemple, les sanctions fiscales, donc si vous ne payez pas vos impôts dans les temps, vous recevez une amende fiscale ou une amende supplémentaire à l'impôt. Et enfin, on a les résolutions et annulations. Classification du droit objectif. Le droit objectif belge est divisé en différentes branches pour y voir un peu plus clair, et chacune des branches est destinée à régir un domaine particulier des rapports sociaux. Par exemple, le droit pénal correspond à tout ce qui concerne les infractions. Mais ce n'est pas seulement pour y voir plus clair. Le droit belge est aussi divisé en plusieurs branches pour pouvoir répartir les compétences. On désigne alors qui s'occupe de soi. Il y a deux grandes branches, le droit public et le droit privé. Le droit privé correspond aux règles régissant les relations entre particuliers, individus, vous et moi par exemple. On se met d'accord entre particuliers pour savoir si tu peux garder mon chat pendant que je suis en vacances. Le droit public, quant à lui, correspond aux règles régissant d'une part l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs institués dans l'État, et d'autre part les relations entre les pouvoirs de l'État et les particuliers. Comment est-ce que moi, particulier, je peux obtenir ma carte d'identité? Comment je peux régir en justice, etc. Il y a aussi la relation entre l'État et les particuliers, donc qui intervient dans le droit public. Dans la branche du droit privé, il y a d'abord le droit civil. Donc le droit civil, c'est le droit commun des rapports entre les personnes privées. C'est-à-dire que c'est le droit qui porte à une conséquence. Donc naissance, mariage, divorce, etc. Le droit par défaut entre personnes. Le droit civil regroupe plusieurs sous-branches, dont le droit des personnes, qui sont les règles relatives à la condition juridique des individus. Le droit des personnes, c'est notamment tout ce qui nous définit, qui nous caractérise. Notre nom, le domicile, l'état civil, homme ou femme, etc. Ensuite, dans le droit civil, il y a également le droit de la famille, avec les règles relatives au mariage et à la filiation, les rapports entre parents et enfants. On ne peut pas se marier si on est déjà marié. La polygamie est interdite et cela fait partie des droits relatifs au mariage. Le mariage, le divorce, etc. Dans le droit civil, il y a également le droit des obligations. Ici, ce sont les règles relatives aux engagements existants entre les personnes et procédant de la loi ou d'un acte juridique.
Par exemple, dans l'ancien Code civil, article 1383, l'article prévoit que si l'on casse quelque chose, il faut le dédommager. C'est une obligation. Un autre exemple, conclure un contrat. Tu gardes mon chat et je te paye. Comme autre droit, il y a le droit des biens. Donc ici, c'est les règles relatives à la classification des biens et à la définition des droits que les personnes peuvent acquérir sur ces biens. Par exemple, nouveau Code civil, article 328, alinéa 1. Si je suis propriétaire d'un immeuble, quel droit je peux acquérir? Avant, il n'y avait que le droit civil, mais progressivement, d'autres règles ont pris leur autonomie. On décide que chaque domaine doit avoir ses propres règles, pour aller plus vite et pour être plus efficace. Ensuite, dans le droit privé, il y a le droit commercial. Ce sont les règles relatives au statut et à l'activité des commerçants et commerçantes et aux actes que la loi qualifie d'actes de commerce. Exemple, Code du commerce, article 1, sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d'appoint. Ensuite, on a le droit du travail. Celui-ci réglemente les relations individuelles et collectives qui se nouent entre les employeurs et employeuses privées et les travailleurs et travailleuses salariés placés sous leur autorité. Le droit du travail s'est beaucoup autonomisé à partir du 19e siècle avec l'industrialisation, car quand on est sous autorité, il y a un déséquilibre, mais le droit va venir protéger les droits de personnes. Comme autre type de droit, on a le droit judiciaire. Ici, ce sont des règles de procédure à suivre par la juridiction compétente pour trancher les contestations relatives à des droits subjectifs. Par exemple, quand quelqu'un dit « j'ai le droit à quelque chose » mais que celui-ci n'est pas respecté, alors le droit judiciaire va décider de la procédure où est-ce que l'affaire doit être classée. Ensuite, on a le droit international privé. Celui-ci règle les situations liées au droit privé dans lesquelles s'appliquent les règles juridiques de plusieurs ordres juridiques, c'est-à-dire les situations présentant un élément d'extranéité, un élément international, autre que sur le territoire belge donc. Un exemple, avec le Code de droit international privé article 21, l'application d'une disposition du droit étranger désignée par la présente loi est écartée dans la mesure où elle produirait un effet manifestement incompatible avec l'ordre public. Par exemple, nous, en tant que Belges, sommes en vacances en Espagne et nous faisons un accident avec un Espagnol. C'est le droit belge ou espagnol qui régit. Alors, le droit international privé s'en occupe. Parlons désormais de la branche du droit public. Dans la branche du droit public, il y a d'abord le droit constitutionnel. Ici, ce sont les règles relatives au fonctionnement des principales institutions de l'État et les règles garantissant les droits fondamentaux des individus et des groupes. Exemple avec la Constitution article 22 ou article 36. Ensuite, on a le droit administratif. Ici, il règle l'organisation et l'activité des autorités administratives. Il régit leurs rapports avec les particuliers et l'administration et détermine les contrôles dont elles sont l'objet et organise les modes de solution aux litiges auxquels elles sont parties. Exemple avec la loi du 18 juillet 1966, article 11, alinéa 1. Les services locaux établis dans la région de langue française ou dans la région de langue néerlandaise rédigent exclusivement dans la langue de la région les avis, les communications et les formulaires destinés au public. Rapport entre les gens et son administration. Comment on va organiser les communes? Comment nommer les fonctionnaires? Quelle langue opter pour ces communes? Les transports en commun, les services publics, audiovisuels, etc. Ensuite, on a le droit fiscal. Celui-ci établit et règle la collecte de l'impôt. Par exemple, Constitution, article 170, alinéa 1. Qui doit payer combien ses impôts? Elle prévoit la mesure de combien la population doit contribuer aux charges publiques. Le droit de la sécurité sociale. Celui-ci organise la prise en charge par la société, notamment des risques sociaux tels que la maladie, l'accident du travail et la maladie professionnelle, le chômage, les charges familiales, l'invalidité, la vieillesse ou encore la maternité. De plus, le droit de la sécurité sociale organise également la prise en charge par la société de certaines situations de pauvreté, notamment avec les aides sociales en Belgique. Exemple avec la Constitution article 23. Si je tombe enceinte, vais-je perdre mon travail? Non, la sécurité sociale me protège, mais vais-je recevoir une aide financière car un enfant demande de l'argent? Oui, il y a des aides sociales. J'ai besoin de congés pour m'occuper de mon bébé. Ok, la sécurité sociale ordonne un congé de maternité, où on sera rémunéré, et pour pouvoir m'occuper de mon enfant. Comme autre type de droit dans le droit public, on a le droit pénal.
Ici, il définit les infractions, donc les crimes, délits et contraventions, et il détermine les sanctions applicables à leurs auteurs. Privation de liberté, amende, peine de travail, etc. Par exemple, Code pénal, article 162, ceux qui font de la fausse monnaie risquent 5 à 10 ans de prison. Ensuite, il y a le droit de la procédure pénale. Ici, ce sont les règles relatives à la recherche et à la poursuite des infractions de leurs auteurs et au jugement de ceux-ci. Par exemple, avec le Code d'instruction criminelle, article 8. Et voilà donc pour ce premier podcast concernant le cours de droit. On se retrouve tout de suite dans le deuxième podcast où on commencera la première grosse partie du cours, les personnes et leurs droits. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne étude. Ciao, ciao!